Bonjour tout le monde, bienvenue au séminaire Horizon mathématique de l'UQTR. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Philippe-André Luneau qui va nous parler d'un sujet en maths appliquées sur l'accélération de la méthode des points fixes par un modèle d'ordre réduit. Je dois juste dire qu'il est doctorant à l'Université Laval, donc une visite de Québec. Donc, stage is yours. Merci. Merci Olivier. Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de une partie des travaux que j'ai fait dans ma thèse, qui concerne, comme le signe l'accélération de la méthode des points fixes en utilisant des modèles d'ordre réduit. En fait, c'est ça l'idée générale du truc, mais vous allez voir qu'en fait, au travers de tout ça, on va devoir faire fouiller un peu dans des maths un petit peu plus abstraites. Mais au final, l'idée générale, c'est ça. Donc, donc je sais, parce que j'ai discuté avec des personnes qui ont fait le cours d'analyse numérique cette session-ci. Normalement, dans ce cours-ci, vous devriez avoir vu quelques trucs. Donc, par exemple, si j'ai une équation comme ça, sinus de x égale 1/3, et que je veux la résoudre, et bien, a priori, je pourrais regarder sur mon site Trigo, puis là, je vais me rendre compte, évidemment, qu'un tiers, c'est pas un point remarquable sur le set. Fait que là, je ne saurais pas quoi faire. Fait que, il y a moyen de résoudre cette technique-là en utilisant une petite stratégie. Par exemple, si je envoie le 1/3 de l'autre côté, et ensuite, j'additionne x des deux côtés, on voit maintenant que j'ai une équation qui est de la forme g de x égale x. Okay? Puis la fonction g de x va être donnée par toute la partie qui est à gauche. Donc, le G, on va appeler ça une fonction de point fixe. L'idée, c'est qu'il y a un théorème qui nous dit que si G est une fonction qui est une fonction contractante ou une contraction, alors, si je prends un point quelconque, puis ensuite, j'applique G, puis ce point-là, ensuite, je réapplique G, puis ce point-là, je réapplique G, et cette suite-là va converger vers un point fixe de G. Puis un point fixe de G, c'est quoi? Ben, c'est un point tel que G de x égale x. Et c'est exactement la solution que j'avais besoin pour mon équation ici. Donc ça nous donne un algorithme qui nous permet de trouver une solution à l'équation, par exemple, moins sin de x égale 1/3. La condition d'être une contraction, en fait, c'est un peu une condition qui dit que si j'applique G sur 2 points, puis je regarde la distance devrait être plus petite que celle entre x et y. Donc, il y a une espèce de constante ici, qu'on appelle la constante de Lipschitz, généralement, qui est inférieure strictement à 1. Fait que ça, c'est cool, mais là, ça nous permet de résoudre une équation d'une variable. Regardons qu'est-ce qui se passe si on voulait regarder des trucs plus complexes, par exemple des systèmes d'équations. Donc, ici, je vous présente des équations qu'on appelle quasi-linéaires. Donc, c'est-à-dire que j'ai le truc ici en lambda 1, jusqu'à lambda p. Vous pouvez voir ça comme des matrices. Généralement, c'est des opérateurs différentiels, mais vous pouvez voir ça comme des matrices. J'ai ici U1 qui est par exemple un vecteur, puis F qui est le membre de droite. Donc, ça me fait un système matrice vecteur égale vecteur. Quasi-linéaire, ça veut dire que ça ressemble à l'équation linéaire, sauf qu'à l'intérieur de la matrice et à l'intérieur du vecteur, je peux avoir aussi une dépendance à U1. Et là, on va considérer P équations comme ça. Puis on va supposer aussi qu'elles sont couplées, c'est-à-dire que la solution U1 de la première équation, elle peut intervenir dans les dépendances d'une autre des équations. Fait que toutes les équations sont comme interdépendantes. Fait que ça, c'est le problème plus général qu'on va étudier. Comment on fait pour résoudre ce genre d'équations-là, qui sont a priori non linéaires, en disant quelque chose qui ressemble au point fixe? Ben, on peut utiliser quelque chose qui ressemble à la méthode de Jacob. Donc, je vous explique rapidement en quoi ça consiste. En fait, on part avec une valeur initiale pour tous nos vecteurs. Okay? Je vais noter x0. Puis ensuite, je vais prendre ce vecteur-là x0, puis je vais venir le remplacer à l'intérieur, ici, dans les inconnus. Puis ça va fixer maintenant la valeur de l'opérateur, ça va fixer la valeur du nombre de droites. Puis à ce moment-là, ça devient un système linéaire. Si les valeurs ici à l'intérieur sont fixes, ça devient un système linéaire. C'est une matrice soit un vecteur égale un vecteur. Fait que ce système-là, je peux le résoudre pour trouver U1. Fait ce U1-là, ça va être la prochaine valeur que je vais prendre pour U1. Fait que je vais l'appeler UK plus 1. Et là, je fais la même chose. Je vais fixer toutes les valeurs à l'intérieur de mon lambda 2 avec les valeurs qui viennent de mon itération 0. Je vais résoudre, ça va me donner la deuxième valeur de U2. Puis je fais ça pour toutes les équations. Là, au final, après ça, je vais avoir obtenu
toutes des nouvelles valeurs pour chacune des équations. Puis à la prochaine itération, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais utiliser ces valeurs-là que je vais venir substituer à l'intérieur ici pour rendre mon système linéaire. Je vais juste résoudre ça. Fait une itération de cette méthode-là, en fait, ça consiste à passer au travers de toutes les équations et de trouver la valeur des inconnus. Et en faisant ça en boucle, ben, ça nous permet d'obtenir justement, si l'application est contractive, ça va converger vers un point fixe, qui est une solution à cette équation-là. Donc, l'idée, c'est que l'opérateur G ici, c'est pas juste une fonction, c'est pas juste comme sin x. Okay? C'est un opérateur qui est défini implicitement. Ça veut dire que les valeurs que G calcule, ben, je les obtiens en résolvant des équations. Okay? C'est vraiment une fonction, mais elle est définie de manière implicite. Pour la calculer, je dois résoudre un système. Donc ça, c'est les premières approches un peu naïves. Deuxième approche, ben, on repart exactement du même système. Comment je pourrais l'améliorer légèrement? Ben, on va prendre une approche qui est qualifiée de l'approche de Gauss-Seidel. L'approche de Gauss-Seidel, c'est exactement la même idée. J'ai un point de départ, je vais fixer les valeurs à l'intérieur de la matrice et du vecteur, puis je vais résoudre le premier inconnu. Mais la différence, c'est que maintenant, j'ai de l'information sur la nouvelle inconnue. Mais pourquoi, après ça, quand je résoudre la deuxième équation, je ne viendrai pas utiliser cette nouvelle valeur-là qui a été mise à jour à l'itération courante, au lieu d'utiliser la valeur qui vient de mon itération d'avant? Ben, on peut le faire. Ça, c'est le schéma de Gauss-Seidel. À chaque itération, en fait, je vais utiliser les nouvelles valeurs que j'ai calculées dans mes opérateurs, dans mon opérateur et dans mon nombre de doigts. Vous voyez qu'à la fin, normalement, U1, U2 jusqu'à UP-1, ben, ça va être ceux que j'ai obtenus ici. Il va juste rester UP qui, lui, provient de mon itération précédente. Ça, c'est schéma de Gauss-Seidel. On espère que ça va aller mieux. Je ne sais pas pourquoi ça va aller mieux, mais on espère que ça va aller mieux. Donc, ici, encore une fois, l'opérateur G, ben, il est défini de manière implicite. Okay? Il est défini via la résolution de toutes ces équations-là. C'est plus complexe encore. Puis ici, juste comme pour terme de notation, là, on voit qu'en effet, le lambda I, il dépend de U1K plus 1. Dans le fond, les itérations calculées à l'itération courante de 1 jusqu'à I-1. Puis ensuite, les indices I jusqu'à P, c'est ce qui est calculé à l'itération d'avant. Juste pour simplifier la notation, là, je vais introduire cette chose-là ici qui s'appelle mu-IK, qui contient, dans le fond, tout ce qui vient de l'itération d'avant, puis les valeurs des inconnus de l'indice 1 jusqu'à I-. Puis là, ça nous permet après ça d'écrire tout simplement que lambda I dépend de mu-I. C'est juste moins long, puis on fait pareil pour FI. Et fait que mu-I, c'est juste comme tous les arguments nécessaires pour le lambda I de FI. Est-ce que ça va jusque-là? Avez-vous des questions? Non? Okay. On continue. Donc, combien ça coûte faire ça? Et parce que là, on parle de résoudre plein de systèmes linéaires. Peut-être que ça coûte cher. Ben, regardons qu'est-ce que ça coûte. Donc, chacune des P équations que j'ai à résoudre, ben, c'est un système linéaire. Supposons qu'ils sont tous de taille n, par simplicité. Puis, comme c'est une méthode itérative, ben, je vais faire n fois ce paquet-là. Au final, le coût en termes d'opération arithmétique, ça va être environ P, le nombre d'équations, fois n cube, qui est le coût de résolution d'un système linéaire, fois grand N, qui est le nombre d'itérations de ma méthode de Gauss-Seidel. Puis là, c'est là qu'on voit que c'est un peu catastrophique, parce que typiquement, N, ben, il vient potentiellement d'une EDP discrétisée, par exemple, ça c'est beaucoup de dimensions. Donc, ça peut varier de 100 000 jusqu'à 1 million, peut-être. N, peut-être qu'on peut faire une dizaine, jusqu'à peut-être maximum une centaine d'itérations. Puis, ben, le nombre d'équations, ben, c'est plus petit, ben, c'est quand même plus que 1. Ça peut être entre 1 et 10. Mais là, quand on fait le produit de ces trois affaires-là, surtout le N à la 3, là, ça fait beaucoup d'opérations arithmétiques. Ça peut prendre des heures, des jours à calculer ça. Puis, dans un contexte où on parle d'impact environnemental des technologies comme l'intelligence artificielle, par exemple, ben, ça aussi, ça a un impact environnemental de calculer des simulations comme ça. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que ça coûte moins cher, moins de ressources, moins d'énergie? Donc, une chose qu'on peut faire, c'est de dire, ben, hey, mon modèle est peut-être compliqué. J'ai vraiment besoin de P-équations. J'ai vraiment P-équations. On peut faire des simplifications sur la modélisation.
Fait que dire, ben, peut-être que j'ai besoin de moins d'équations, peut-être des équations qui sont négligeables. Bon, ça, c'est un truc. Je peux faire de l'accélération de convergence sur ma méthode de Gauss-Seidel. Par exemple, en utilisant des méthodes comme l'extrapolation d'Aitken, des trucs comme ça. Et ça va permettre de diminuer le nombre d'itérations que je fais. Fait que ça va jouer sur le grand N. Ça, c'est une autre chose possible. L'exposant 3, qui lui-même fait en sorte que une fois que j'ai 1 million à la 3, ça fait beaucoup. Okay? Ben, le 3, lui, il est lié à la méthode de résolution de mes systèmes linéaires. Il y a certaines, si j'utilise des méthodes itératives pour résoudre des systèmes linéaires, par exemple, méthode de Krylov, des trucs comme ça, le 3, des fois, il peut être plus proche d'un 2. Okay? Fait que ça va diminuer le facteur ici. Mais sur quoi on va s'intéresser, nous, aujourd'hui, c'est le petit n. Okay? Donc, le petit n, comment on diminue? Ben, il faut diminuer la taille des systèmes linéaires. Fait que là, il y a une contrepartie. Si je diminue la taille des systèmes linéaires, ben, je perds de la précision sur ma discrétisation de dB, ce que je ne veux pas nécessairement. Mais je peux utiliser des techniques de réduction de dimensionnalité qui vont être capables de trouver des matrices de plus petite taille, mais qui vont quand même préserver de la précision. Et fait que nous, c'est plus sur ça qu'on va se focusser aujourd'hui. Donc, je parle rapidement de réduction de dimensionnalité linéaire. Donc, l'idée, c'est, bon, si vous savez c'est quoi de la PCA, c'est essentiellement de la PCA. Okay? Mais l'idée, c'est que si j'ai des points, que je vais appeler des snapshots, parce que souvent, ça vient à prendre si j'ai une EDB, puis je regarde sa solution, par exemple, pour plusieurs paramètres variables ou les pas de temps variables, ça vient à prendre comme des snapshots instantanés de la solution de EDB. On appelle ça classiquement dans ce domaine-là des snapshots. Supposons qu'ils sont en 3D, c'est juste pour imaginer ici, mais les points orange, ça c'est les snapshots. Ben, on peut remarquer généralement qu'il y a une tendance linéaire entre les snapshots. Et fait que l'idée, c'est de dire, est-ce que je suis capable de trouver justement une représentation de basse dimension qui va préserver, grosso modo, environ la distance entre mes points, ou la distance entre les points. Fait que l'idée, c'est on va essayer de trouver une matrice orthogonale telle que V transposé va nous amener sur un espace de dimension plus petite, si c'est dimension 1. Mais a priori, ça pourrait être, je pourrais être en 100 dimensions pour trouver un hyperplan de dimension 10 puis projeter sur cet hyperplan. Ben, bref, fait qu'on essaie de trouver un sous-espace linéaire de dimension inférieure sur lequel on va projeter les points. Puis on va aussi avoir une transformation inverse pour se ramener de l'autre côté. Puis on peut mesurer, par exemple, l'erreur de reconstruction justement en prenant mes snapshots. Je les projette, je les déprojette. Ça, c'est l'erreur de reconstruction. Puis ce qu'on sait par les théorèmes d'optimalité, comme par exemple Schmidt et Cartioun, puis des trucs comme ça, c'est que c'est la décomposition en valeur singulière de la matrice des snapshots qui va nous donner la meilleure transformation. Donc, ici, ben, la matrice B, ça va être la matrice U pour laquelle je vais garder juste les colonnes associées à des valeurs singulières dominantes. Okay. J'avais ajouté une petite parenthèse ici là, en termes de statistiques, entre guillemets. Là. C'est-à-dire que ça revient essentiellement à dire que je peux trouver un sous-espace qui contient le plus de variances possibles dans mes données. Fait que grosso modo, c'est ça l'idée de la réduction dimensionnalité. Je pense que dimensionnalité linéaire, je pense que plusieurs sont familiers avec ça en général. Donc, comment on va faire ça? On va faire une approche qu'on appelle à la volée, ou en anglais, c'est on the fly. C'est une traduction libre de on the fly. Donc, l'idée, c'est que si par exemple, je choisis que ma IM équation, j'ai fait équation, la IM, elle, je la résous avec un système, avec une méthode d'ordre réduit à la place. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir faire ça? Ben, j'ai mon équation ici, avec l'inconnu I. Ben, ma méthode de Gauss-Seidel, ben, elle fait des itérations. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire, mettons, un certain nombre d'itérations, puis je vais conserver la valeur de UI à chacune des itérations. Ça va être mes snapshots. L'idée, c'est que comme c'est une méthode qui converge, ben, les points, ils devraient tout le temps se rapprocher d'une même solution. Okay? Donc, je pourrais me dire, hey, j'aimerais ça exprimer ma prochaine solution en termes des quelques solutions précédentes que j'ai calculées, au lieu de juste la résoudre from start. J'ai de l'information de plus. Fait que l'idée, c'est qu'on va prendre la SVD de ces snapshots-là que j'ai ramassés dans mes itérations précédentes. Je fais la SVD, je tronque la matrice des vecteurs singuliers gauche pour ramasser ma matrice de projection.
Puis ensuite, ben, tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est qu'on résout un peu un système comme ça dans l'espace engendré par VK. L'idée, c'est que, ben, ici, on voit que le coefficient, par exemple, alpha, ce sont un vecteur de basse dimension, fait que m plus petit que n, si j'ai gardé m colonne. Fait que ça, nécessairement, le V fois alpha, ça va vivre dans le span de V, ce qui est ce que je veux. C'est l'espace optimal. Puis ensuite, ben, mais ça fait un système qui n'est pas carré à résoudre, évidemment. Fait que l'idée, c'est qu'on peut le résoudre au sens des moyens carrés en imposant l'orthogonalité avec le résidu. Puis ça veut dire qu'on va multiplier par VT de chaque côté. Fait qu'on s'amorce à avoir un système ici réduit. Fait qu'on, dans le fond, on fait juste une projection sur la matrice, une projection sur le nombre de doigts. Puis ça fait un système qui est m par m au lieu d'être n par m. Ce qui coûte significativement moins cher, sachant qu'on est en n cube, là on va être en n cube, puis m est beaucoup plus petit. Ensuite, pour reconstruire notre approximation de UI, que je vais appeler UI chapeau, ben, j'ai juste à faire VK fois le alpha. Fait que ça, c'est l'idée de la réduction d'ordre à la volée. Je fais des itérations de ma méthode itérative, je ramasse les valeurs, puis à un moment donné, quand j'en ai assez, ben, je fais juste calculer un SVD, par exemple, pour faire un modèle d'ordre réduit, puis à partir de là, j'utilise ce modèle d'ordre réduit-là ici, au lieu d'utiliser l'équation complète. Oui, SVD, c'est pourquoi? SVD, c'est la décomposition en valeur singulière. Fait que c'est, je sais pas si tu connais l'analyse en composante principale. Oh oui. Okay, c'est exactement la même idée, c'est juste que les points de données, c'est mettons, des solutions à un système linéaire. Okay. Fait que mais c'est vraiment la même idée que l'analyse en composante principale. C'est ça. Puis comment est-ce que je fais pour quantifier l'erreur de ça? Ben, je sais pas c'est quoi l'erreur. Okay. Fait que comment je fais pour la quantifier? Ben, je peux dire une erreur a posteriori, c'est-à-dire regarder le résidu du système. Mon approximation U chapeau, ben, je vais la multiplier par la matrice, puis je vais soustraire le résidu. Si ça, c'est proche de la résolution, ce truc-là devrait être proche de zéro. Fait que ça me donne une estimation de l'erreur. Oui, vas-y. Juste au résidu, là. Oui. C'est mu I K. Quand tu utilises U chapeau. Oui, c'est ça. Ici, c'est que, tu sais, dans ton vrai système, normalement, si tu avais la vraie solution, le résidu devrait être zéro. Il faudrait toutes les I, là. Ah oui, mais ça, c'est la résidu juste, mettons, pour l'équation I. OK. Ouais, effectivement. Mais t'as raison, il y a un truc qui s'en vient avec ça. C'est-à-dire que une fois que je viens polluer mon équation I avec un modèle réduit, ben toutes les équations qui viennent après, il y a aussi de l'erreur. Ça, il faut généralement, c'est ce qui est un peu choquant, c'est que ça c'est pas pris en compte quand les gens font ça en pratique. Mais en réalité, je pense qu'il faut le prendre en compte. En fait, je sais qu'il faut le prendre en compte parce qu'on a construit des contre-exemples. Mais on choisit, en fait, bon, on va choisir l'équation I, puis on remplace la résolution exacte par un modèle réduit. Okay? Ben, comme je viens de suite à la question de Olivier, effectivement, comme UI chapeau, après ça, il va servir à calculer toutes les autres inconnues après. Ben, les autres inconnues après aussi, ils vont pas être exacts. Ils vont aussi avoir une erreur dessus. En réalité, ma méthode itérative, ça devient les inconnus de U1 jusqu'à I-1, eux, ils vont être calculés correctement. Mais tous les autres après, ben, ça va être les chapeaux. Ils vont être comme approximatifs. Puis ça, en fait, ben, on peut voir ça comme un opérateur de point fixe inexact. Fait que je m'explique, c'est que normalement, ma méthode de Gauss-Seidel, c'est comme un opérateur de point fixe. Ça prend un état, elle amène à un autre état. Mais là, c'est comme si l'opérateur de point fixe lui-même, il était approximatif dans un certain sens. Il m'amène d'un état à un état, mais qui a une erreur par rapport au vrai état sur lequel il devrait être. Fait qu'on prend un peu ce paradigme-là pour étudier justement qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. En fait, c'est vraiment comme si on avait deux suites distinctes. J'ai ma suite exacte qui part, si on part, mettons, d'un certain point XJ. Okay. Ben, cette suite-là va évoluer d'une certaine façon, qui est la bonne façon, parce que c'est ce que je veux calculer réellement. Et je vais avoir cette autre suite-là qui va utiliser un opérateur de point fixe inexact à chaque itération et qui va nous donner une suite qui va être inexacte, en fait. Fait que l'idée, c'est comment évoluent ces deux suites-là. Je pars du même point, puis là, ensuite, ben, les deux suites ils partent.
Je veux qu'il reste proche, évidemment, parce que sinon, ben, mes approximations vont pas bonnes. Donc, on s'intéresse spécifiquement à l'écart entre les deux suites. Et comment est-ce qu'on peut caractériser ce truc-là? Fait que là, on va faire deux hypothèses, pouvoir étudier justement le comportement général. On va supposer que, à un certain point donné, OK, l'erreur entre G et G chapeau, c'est borné par un truc que je vais appeler delta. Okay? Il y a une dépendance à I parce que c'est l'équation I, il y a une dépendance à P parce qu'il y a P équation, il y a une dépendance à K parce que c'est l'itération K, mais c'est juste un delta. C'est juste un, j'ai tout le temps à l'itération K, quelque chose qui borne mon erreur que je suis capable de l'avoir dans mes mains pour les systèmes. Puis je vais aussi supposer que j'ai une contraction. Ça, c'est bon. Ça peut être pratique si je veux que mon truc converge déjà, mais on va quand même supposer que c'est une contraction. Fait que comment est-ce que on va estimer l'erreur propagée? Donc, je prends ma distance entre le X et le X chapeau. Puis ben, X, c'est quoi? Ben, c'est G appliqué à X. XK plus 1, c'est G appliqué à XK. Puis X chapeau K plus 1, ben, c'est G chapeau appliqué à G XK chapeau. C'est là ici qu'on va appliquer un bon vieux truc d'analyse que tout le monde aime bien, c'est-à-dire, ici j'ai du pas de chapeau avec du pas de chapeau, ici j'ai du chapeau avec du chapeau, et si j'ajoutais du pas de chapeau avec du chapeau, OK? Puis j'enlevais aussi, donc je vais ajouter et enlever un terme croisé, puis il y a du pas chapeau avec du chapeau. OK? Et ça va nous permettre en fait d'avoir deux termes vraiment distincts. Le terme à droite ici, ben, vous voyez que c'est G appliqué à un point, G appliqué à un autre point. Ah, ben là, ça me permet d'utiliser mon hypothèse de contractivité, puis je vais dire, ben ça, en fait, c'est juste proportionnel à l'erreur de l'étape d'avant. Puis le terme ici, ben, vous remarquez que c'est exactement l'autre hypothèse que j'ai posée, que ça doit être plus petit que delta. Okay. Donc, en réalité, ben, on voit que l'erreur à l'étape K plus 1, c'est juste L fois l'erreur à l'étape d'avant, plus un autre petit truc. Puis ça, ben, oh, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? OK, c'est bon. Je sais pas ce que ça fait, mais euh, OK. C'est ça. Fait que... Mais en fait, ça, c'est vrai pour tout cas. Okay? C'est pas juste vrai pour le dernier cas. Fait que je peux appliquer ça itérativement jusqu'à arriver à XJ, qui était mon point commun. Et quand on fait ça, ben, on voit en fait que notre erreur à l'itération K, c'est quelque chose que je vais appeler état K. Qui est comme ça va être quelque chose qui va estimer l'erreur. Ça, c'est l'erreur. C'est comme un estimateur de l'erreur. Puis ben, c'est donné par cette somme ici. Là. Fait que j'ai des puissances de L, puis j'ai des puissances de L fois delta sommées ensemble. Okay. Ce truc-là, c'est pas à coucher dehors, là, c'est quand même assez simple à voir. Puis en fait, il y a des papiers des années 80 là, quelqu'un qui s'appelle Alfeld, je pense, qui travaillait sur justement les opérateurs de points fixes inexacts. Puis la condition pour que cette erreur-là tende vers zéro, il faut que les deltas tendent vers zéro aussi. En pratique, on n'aura pas ça parce que notre modèle d'ordre réduit, il n'y a pas une pression assez limitée. Fait que je ne vais pas embarquer dans le cas justement où ça converge vers zéro, cette chose-là. Mais ça peut arriver pour que ça arrive. Ça arrive si et seulement si les deltas tendent vers zéro. Fait que là, on a montré qu'on pouvait estimer l'erreur. On a un estimateur concret. Là. Si j'ai accès au delta puis au L, je peux calculer cette quantité-là puis savoir c'est quoi mon erreur. Donc, l'idée, c'est ben, si l'erreur devient trop élevée, qu'est-ce que je fais? Tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est la regarder et dire oui, d'accord, c'est élevé, mais je peux rien faire. Et fait, comment est-ce qu'on peut contrôler l'erreur propagée? Ben, supposons qu'à l'itération K, notre erreur, elle est petite, c'est-à-dire qu'elle est en dessous d'un certain epsilon. Mais supposons qu'à l'itération suivante, à l'itération K plus 1, l'erreur, elle est grande. Donc, on va dire qu'elle est plus grande que ce epsilon-là. Supposons que epsilon, c'est la valeur à laquelle je tolère. T'sais. Je me dis epsilon, c'est correct, mais là où ça dépasse epsilon, je suis à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'idée, c'est que le nouveau point, xk chapeau plus 1, x chapeau k plus 1, je peux le jeter. Puis à la place, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon vrai G, que j'ai toujours accès à ça, puis je vais l'appliquer sur le G chapeau K. Fait que je vais jeter cette itération-là, qui est calculée avec G chapeau, puis à la place, je vais calculer l'itération avec G. Fait que j'ai utilisé l'opérateur exact au lieu de l'opérateur inexact. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ben, l'erreur entre le
xk plus 1, puis ce nouvel itéré-là, qui est g de x chapeau k, ben, celui-là, je peux le réécrire comme g de xk. Puis là, ben, j'applique encore une fois mon hypothèse de contractivité. Puis en fait, j'obtiens que ça, c'est plus petit que L fois epsilon, puis L est plus petit que 1 parce que je fais une contraction. Donc, en réalité, cette erreur-là, elle est plus petite qu'epsilon. Donc, elle est petite, selon ma métrique. Fait que l'idée, c'est que si jamais, à un moment donné, je mesure que l'erreur a été trop grosse, ben, je jette mon itération, j'utilise le vrai opérateur G pour calculer la solution. Ça revient à ne pas utiliser le modèle réduit, à utiliser la matrice au complet, dans le fond. Puis, ça va me garantir que l'erreur sur ce nouvel itéré-là, ben, elle est petite, à mon sens. Donc, c'est cool, parce que maintenant, si je détecte une erreur, je peux corriger. Fait que ça nous fait deux petits lemmes, là, intéressants. Donc, le premier lemme nous dit que si j'ai la suite générée par l'opérateur exact et la suite générée par l'opérateur inexact, ben, j'ai un estimateur d'erreur qui est donné par cette chose-là. Fait qu'on peut approximer l'erreur. Puis j'ai un autre lemme qui dit que si j'ai une contraction et qu'à l'itération K, mon erreur est petite, ben, cette itération-là, construite comme ça, va toujours aussi avoir une erreur petite. Fait que ça me permet de contrôler l'erreur quand je vois qu'elle dépasse ma tolérance. Fait que juste visuellement, si on imagine, ben ça, c'est mes itérations de point fixe. À un certain moment, je commence à utiliser mon point fixe inexact. Fait que lui, il va me donner les points en jaune aussi. Les points en noir, ça serait ce que j'obtiendrais si j'utilisais l'opérateur exact. Fait qu'on voit que ça s'éloigne tranquillement, puis on est, oh, là, ça dépasse ma tolérance, qui est en pointillé. Fait qu'est-ce que je fais? Lui, je le jette. Je repars de lui. Puis là, j'utilise le système complet pour résoudre. Puis ça, je sais que c'est dans ma tolérance. Fait que là, ça me donne un nouveau modèle réduit maintenant que je vais continuer à utiliser. Puis dès que ça se met à ressortir, ben, je fais la même chose. Fait que visuellement, c'est un peu ça qui se passe. Fait que là, tout ce qu'on a dit, c'est, ben, je suis capable de savoir quand est-ce que ça sort de la ligne pointillée, et je suis capable de me ramener à l'intérieur de la ligne pointillée. Fait qu'avec ça, on peut construire un algorithme qui me dit, ben, ramasse-toi des itérations pour construire ton modèle réduit. Ensuite, tant que tu mesures que l'erreur est bonne, ben, tu laisses ça comme ça. Si à un moment donné, l'erreur propagée dépasse au-dessus de ton seuil, tu rejettes le point, puis après ça, tu utilises l'opérateur exact pour calculer le nouveau point. Puis tu l'ajoutes dans tes snapshots, puis tu recalcules un modèle réduit après. Puis on répète ça tant et aussi longtemps qu'on n'a pas convergé. Fait que ça, c'est l'idée de l'algorithme. Avez-vous des questions jusqu'à? Oui, vas-y. Est-ce qu'on sait en pratique est-ce que ça va arriver souvent qu'on va sortir du droit chemin? Ou est-ce que ça arrive de temps en temps? Je dirais que ça dépend beaucoup du problème. C'est vraiment dépendant du problème. Parce qu'il y a des problèmes qui vont être très réductibles, au sens où ça va être facile de construire des modèles réduits qui vont avoir de bonne précision. Dans ces cas-là, ben, ça va bien se comporter, mais si tu as des problèmes qui sont très, très non linéaires ou très, très stiffs, ben, peut-être que ça sera peut-être même pas possible de construire un modèle réduit qui approxime bien. Fait qu'au cas-là, ben, évidemment, ça sortirait tout le temps. Je pense qu'il y a sur un spectre, ça dépend vraiment de comment ton problème est comme fortement non linéaire. Ben, c'est une bonne question. Ouais. Fait qu'on va se rappeler nos hypothèses. Je vois que je prends beaucoup de temps, fait que je vais essayer d'accélérer. Voici nos hypothèses. La première hypothèse, c'était, ben, à l'itération K, l'erreur entre mon opérateur exact et inexact, c'est delta K. Puis l'autre hypothèse, c'est G est une contraction. Et fait, est-ce qu'on sait quand qu'on a ces hypothèses-là, en fait? Parce que si on les a pas, l'algo, il marche. Fait qu'on essaie de déterminer quand est-ce qu'on a ces deux hypothèses. Donc, je dis que celle-là, on en a besoin de cette hypothèse-là parce que ben, je dois connaître le delta K. Il apparaît dans mon théorème. Et si je veux pouvoir calculer cette quantité-là, je dois avoir un delta K que je peux calculer. Et la contraction, ben, ici, c'est quand même valide de se demander parce que on a vu le G, c'est défini par l'algorithme de Gauss-Seidel. Ça veut dire que c'est vraiment compliqué. Le G, en fait, c'est comme la résolution implicite de plusieurs équations dans lesquelles je plug des entrées intermédiaires. C'est pas clair quand est-ce que ça, c'est contractant ou pas. Fait que ça vaut la peine de se donner au moins un critère qui nous dirait, ben oui, dans ce cas-là, c'est une contraction ou non, dans d'autres cas, ça l'est. Donc, on va commencer par étudier justement les conditions suffisantes pour que G soit une contraction. Donc, pour ça, on va se donner un petit problème simplifié, c'est-à-dire,
Au lieu de travailler vraiment sur le système de Gauss-Seidel, je vais prendre quelque chose qui ressemble à ça, mais pas tout à fait. Donc, on va se placer avec un x dans R, déjà juste une variable. Puis je vais définir la fonction U1, qui va juste être une fonction qui prend x, qui va donc U1 de x. La fonction U2, ça va être une fonction qui va prendre x et le résultat de U1 de x, qui va nous redonner un résultat elle-même. La fonction U3, ça va être, elle va prendre x, ça va prendre le résultat de U1 de x, le résultat de U2 de x, ça va nous redonner un résultat, etc. Fait que ça ressemble un peu à l'idée des trucs imbriqués dans Gauss-Seidel, que je calcule un résultat, le résultat intervient dans l'équation suivante. C'est pour ça qu'on utilise ce genre de problème-là. Puis, puis on va avoir P fonction, dans le fond, puis la PM fonction, elle dépend du résultat de toutes les autres. Puis cette fonction-là, ben, aussi, ça va être le G de X, dans le fond. Fait que le G de X, c'est à partir de X, calculer ça, puis arriver à la fin. Fait que c'est pour ça que ça ressemble un peu à Gauss-Seidel, dans un sens. On peut voir ça, en fait, même comme un graphe. C'est comme si je partais avec une donnée d'entrée, puis je vais arriver à la fin, à mon U3, qui est le résultat de la fonction. Ben, les flèches ici nous disent qu'est-ce que je dois calculer. Fait avec X, je dois le rentrer dans U1, calculer U1. Je dois aussi le rentrer dans U2, le rentrer dans U3. U1, je dois le rentrer dans U2 pour le calcul, je dois le rentrer dans U3 aussi, etc. Fait que ce graphe-là, c'est un peu comme un graphe qu'on appelle un graphe computationnel. C'est un graphe qui va nous indiquer les dépendances entre les différents calculs. Si on suppose que les fonctions aussi sont continuellement dérivables, on pourrait rester dans l'ellipsoïde continu aussi. C'est un peu plus clean quand on les suppose dérivables, mais ça se fait parfaitement aussi dans l'autre cas. On suppose qu'ils sont dérivables, donc on va savoir que G est une contraction, par exemple, si le suprêmum de la dérivée est inférieur à 1. Ça, c'est une condition pour être une contraction. Fait qu'on va s'intéresser à, pour des fonctions, cette famille de fonctions-là ici, quand est-ce que ça arrive? C'est quoi les conditions pour que ça soit vrai? Donc, on va essayer de calculer G'. Donc, je vous donne déjà le résultat, puis on fera une petite ébauche de preuve après. Donc, si symboliquement, je note que U0, c'est X, OK? La dérivée de G, c'est donné par cette expression-là ici. Fait que c'est une somme sur des produits, des dérivés. Puis la somme, elle est faite sur cet ensemble-là. D0P, dans le fond, c'est l'ensemble de tubes d'entiers strictement décroissants qui commencent à P et qui finissent à 0. Okay. Je vous explique tout de suite l'institution de la preuve pour que ça soit plus clair. Je vous rappelle la règle de dérivation totale de genre, okay, parce que c'est vraiment ça le cœur. La règle de dérivation totale pour ma fonction, ben, ça revient à dire que je regarde tous les chemins possibles qui partent de la valeur de la fonction et qui se ramassent jusqu'à la variable. Fait que, par exemple, si je veux dériver U3 par rapport à X, et bien comme U3 dépend de U2, U1 et X, bien, je vais avoir la dérivée partielle de U3 par rapport à X, la dérivée partielle de U3 par rapport à U2, fois la dérivée totale de U2 par rapport à X. Même chose, dérivée de U3 par rapport à U1, fois la dérivée totale de U1 par rapport à X. Fait que ces trois flèches-là, en fait, les trucs en jaune, ils représentent les trois flèches ici dans le graphe. Fait qu'ils représentent la dépendance entre U3 et U1, la dépendance entre U3, ça c'est U2, U3 et U1, et U3 et X. Fait que, les trucs en jaune. Ben, maintenant, ma dérivée de U2. Ben, U2, lui, il y a une dépendance à U1 et à X. Fait qu'il va y avoir deux termes. Un qui est dérivé de U2 par rapport à X, un qui est dérivé de U2 par rapport à U1. Puis la dérivée de U1 par rapport à X, ben, il y a juste une flèche. Fait qu'elle, c'est juste un truc. Et fait qu'au final, ma dérivée totale, ben, quand je l'écris au long, là, en combinant ces deux expressions-là, ben, vous voyez, il apparaît les termes, les facteurs en jaune qui sont associés aux flèches en jaune, les facteurs en orange sont associés aux flèches en orange, puis ceux en rouge à la flèche rouge. Puis ça, en fait, quand on regarde exactement les indices ici, c'est 3, 0, 3, 2, 0, 3, 2, 1, 0, 3, 1, 0. Ce sont tous, justement, ces fameux tubes qui partent de 3, qui vont jusqu'à 0, puis qui sont strictement décroissants. Puis en fait, chacun représente littéralement un chemin dans le graphe. Fait que aussi, cette somme-là aussi, elle pourrait être indicée par des chemins dans un graphe. Okay. Puis là, ben, c'est là que vous voyez qu'il y a un petit aspect combinatoire qui va arriver éventuellement. Donc, l'idée, c'est que le graphe de calcul, c'est un tournoi, donc c'est un graphe qui est complet, c'est-à-dire que tous les nœuds sont reliés, puis il est orienté. Fait que ça, on appelle ça un tournoi.
Puis aussi acyclique, parce que si j'avais un cycle, ça ne ferait pas de sens. Il faudrait que je ne pourrais pas calculer U2 si U2 dépend de U1, etc. Fait qu'il doit être aussi acyclique. Donc, l'ensemble des zéros P là, qui indiquent ma somme dans ma dérivée, ben, c'est une correspondance avec tous les chemins entre UP, qui est le puits dans le graphe, c'est-à-dire que toutes les flèches sont entrantes, puis X, qui est une source, c'est-à-dire que toutes les flèches sont sortantes. Fait que c'est tous les chemins, en fait, que je peux faire dans ce genre de graphe. L'idée, c'est que si on détermine les propriétés combinatoires de cet ensemble-là, des J, ben, on va pouvoir tirer des conclusions sur la contractivité du G. Parce que comme G' s'exprime de cette façon-là, d'une somme indicée par tous ces chemins, ben, si j'ai beaucoup de chemins, ce truc-là, potentiellement, va devenir va contenir exponentiellement plus de termes, va devenir exponentiellement plus gros. Et donc, les contraintes que je dois imposer sur la magnitude des dérivés doivent être aussi exponentiellement plus strictes pour que ça reste contractible. Donc, ici, c'est ça qu'on va faire. Donc, on va essayer de déterminer c'est quoi les contraintes que je peux mettre sur les dérivés pour que même si j'ai un nombre exponentiel de termes, ben, ça reste contractible. Ça, c'est une définition formelle de l'ensemble DI. C'est des suites dans des tubes de nombres entiers, de nombres naturels, tels que ben, ils sont ordonnés en ordre décroissant. Le premier, c'est J, le dernier, c'est I. Puis la taille de ces ensembles-là est toujours comprise entre 2 et J moins I plus 1. Je vais aussi introduire cet ensemble-là, LIJK, qui est juste un sous-ensemble de DIJ, mais tous les chemins qui sont de longueur K. Okay. Donc, je donne un exemple. Si je regarde D, 1, 4, ben, tous les ensembles, tous les tuples possibles qui commencent à 4, finissent par 1 et qui sont strictement décroissants, ben, ils sont ici. J'ai 4, 1, 4, 3, 1, 4, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Il y en a 4. Puis L, 1, 4, 3, ben, le 3, ici, il me dit, regarde juste ceux qui sont de longueur 3. Fait que ici, j'ai 4, 3, 1, 4, 3, 2. Donc, proposition simple. Déjà, la cardinalité de DIJ, c'est 2 à la J moins I moins 1. Ça, c'est pas trop compliqué à prouver. Puis la cardinalité de LIJK, c'est le coefficient binomial suivant. Okay. Donc, on choisit K moins 2 parmi J moins I moins 1. La première chose qu'on peut retenir, évidemment, c'est le nombre de termes dans la dérivée va grandir exponentiellement avec P, grosso modo. Fait que plus j'ai d'équations, plus ma dérivée va avoir un nombre exponentiel de termes. Démonstration très, très rapide. Le plus long tuple possible qui part de J qui va jusqu'à I, ben c'est J-1, J-2, jusqu'à arriver à I plus 1, I. Ça, c'est de longueur J-I plus 1. Si, une fois que je fixe l'extrémité à J et l'autre à I, ben là, il reste J-I moins 1 choix possible pour compléter le tuple. Et donc, c'est pour ça que j'ai 2 à la J-I moins 1 choix au total. Et pour ça, la cardinalité de J, c'est ça ici. Puis, pour la proposition 3, ben, en fait, c'est qu'il faut juste que je choisisse K-2 entier parmi ceux-là. Puis, c'est sans remise et sans ordre, parce qu'ils sont toujours triés en ordre décroissant. Ils sont strictement décroissants, fait que je ne peux pas avoir de répétition. Donc, c'est vraiment le coefficient binomial qui correspond à ça. C'est ça l'idée générale. C'est assez simple. Avez-vous des questions? Jusque-là? Ça va? OK. Donc, on va utiliser la dérivée. Supposons que toutes mes dérivées partielles sont bornées par kappa. Okay. Ben alors, la norme infinie, norme sup, donc le max de ma dérivée, ben, ça va être la somme ici. Puis vous vous rappelez, à l'intérieur, j'avais un produit là, des dérivées sur les longueurs des chemins. Fait ici, ben, je vais juste garder ma somme. Chacune des dérivées est bornée par kappa. Ça devient ça. Puis l'idée, c'est que, a priori, ça, c'est assez complexe à calculer, mais on voit que des chemins de longueur 4, par exemple, ben, j'en ai plusieurs. Des chemins de longueur 3, j'en ai peut-être plusieurs. En fait, on va comme regrouper tous les chemins par longueur, puis je vais sommer sur les longueurs. Ça ici, c'est le nombre de chemins qui sont de longueur M. Je pense qu'il doit y avoir un M quelque part là-dedans. En tout cas, oui, définitivement, il doit y avoir un M là-dedans. Ça serait le nombre de chemins de longueur M fois le coefficient ici qui est associé au chemin de longueur M, puis je somme sur toutes les longueurs. Ça, c'est égal.
Ça, c'est directement une application du théorème du binôme, juste à shifter mes indices de 2, puis ça me donne cette belle forme ici. Et je sais donc que quand cette chose-là est plus petite que 1, okay, ben, ma fonction va être une contraction. Fait que je vous donne juste pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur que kappa doit avoir, que c'est une contraction. Si j'ai deux équations, ça doit être 0,618, la plus grande valeur possible de kappa. Si j'ai trois équations, c'est 0,466. Les quatre équations, 0,38. On voit que ça diminue quand même. Puis évidemment, ben, il n'y a pas de borne inférieure. Ça tend vers 0. Okay. Fait que c'est pas génial parce qu'on se dit, ben là, dès que j'ai plus que 5 équations, mes dérivés ici, ils doivent être petites. Okay. Fait que c'est un peu tannant. Mais voilà, c'est quand même ça le résultat. Si on étudie des structures de dépendance plus légères, on peut espérer avoir un truc plus optimiste. Parce que là, on se rappelle, j'avais un graphe complet. Je regardais tous les chemins entre la source et le puits. Ça fait beaucoup de chemins si le graphe est complet. Si le graphe n'est pas complet, a priori, ça simplifie. Fait que le cas 1 plus simple, c'est une structure vraiment linéaire, c'est-à-dire chaque fonction va juste dépendre de la fonction précédente. J'appelle ça une structure linéaire. Le graphe, ben, c'est juste comme une chaîne de fait que ça, c'est très simple comme structure. On peut utiliser même le cas de deux prédécesseurs, c'est-à-dire la fonction va dépendre juste du output des deux fonctions précédentes. Fait que là, on a un graphe qui est comme une chaîne, mais j'ai aussi une flèche qui va aller chercher l'autre précédent, l'avant-dernier. Dans le cas 1, c'est vraiment simple. La dérivée, c'est juste le produit, parce que c'est juste la règle du produit, en fait. Fait que c'est juste le produit des dérivés. Parce qu'on peut le voir, il y a juste un seul chemin, donc évidemment, ben, ce chemin-là, chaque dérivé va se multiplier. Fait que c'est juste la règle du produit ici. Fait que je veux juste que chacune des dérivés, le produit soit inférieur à 1. Ça, c'est très classique, évidemment, là, comme je dis, la règle du produit. C'est plus ou moins intéressant. Le cas 2 est quand même beaucoup plus intéressant dans un sens. Donc là, on va introduire un nouvel ensemble. C'est-à-dire, on va regarder juste les suites qui sont de longueur K, telles qu'il y a des bonds d'au plus S entre chaque deux termes. Donc, par exemple, pour le cas S égale 2, là, si j'ai 4, 1, 0, ben ça, c'est pas dans cet ensemble-là parce que vous voyez que j'ai un bond de 3 entre 4 et 1. Par exemple, 4, 2, 0, L, j'ai des bonds de 2, donc ça, c'est strictement, c'est pas strictement, c'est inférieur ou égal à 2. Fait que ça serait dans cet ensemble-là. Ça va nous permettre justement de déterminer combien j'ai de termes qui sont non nuls dans G', en calculant la cardinalité de cet ensemble-là. Puis là, c'est là que ça devient un peu intéressant parce que, a priori, ça a l'air assez complexe de dénombrer cet ensemble-là. Mais en fait, on peut le mettre en bijection avec ce qu'on appelle les compositions d'un entier. Composition d'un entier, c'est des tubes d'entiers strictement positifs tels que leur somme donne n. Okay. Et puis, je donne un exemple. Si par exemple 2, 1, c'est une composition de 3. 1, 2, c'est aussi une composition de 3. Voilà. Puis l'idée, c'est que justement, il existe une bijection entre l'ensemble DIJ et l'ensemble des compositions de J-I. Puis je donne pas trop l'idée de la preuve, là, mais l'idée, c'est que la bijection, en fait, c'est juste l'opérateur de différence qui consiste à prendre une suite qui est la différence entre chaque terme consécutif. Ça nous donne une bijection, en fait, entre les deux ensembles. Donc, on peut, avec ça, justement, parfaitement déterminer la cardinalité de cet ensemble-là, JKS, parce que la contrainte ici, quand on applique ça, quand on applique l'opérateur de différence, en fait, c'est juste équivalent à dire que le nème terme dans ma composition, il doit être inférieur à S. Donc, l'ensemble JKS, il est en correspondance avec les compositions de longueur K-1, dans lequel il n'y a aucun nombre supérieur à S. Fait que c'est comme capter le maximum, le nombre maximal dans les compositions. Puis ça, ben, il y a des théorèmes qui disent qu'est-ce que c'est. Fait qu'on peut juste prendre ce truc-là, OK? Puis en fait, dans le cas S égale 2, c'est un coefficient binomial. Dans le cas S différent de 2, c'est pas un coefficient binomial, c'est une autre fonction génératrice étrange. Dans le cas 2, c'est un coefficient binomial, fait qu'on est bien content. Puis, aussi, ça nous permet de faire un lien intéressant, c'est-à-dire que quand je fais la somme de toutes les J et JKS, donc ça revient à dire toutes les suites décroissantes, comme je l'ai décrit avant, telles que les bonds sont inférieurs ou égaux à S.
c'est exactement des nombres de Fibonacci. Ça, c'est quand même rigolo aussi. Fait que dans les preuves, là, justement, soyez pas surpris qu'il y a dans les critères, des fois, il y a des nombres d'or qui apparaissent parce que c'est exactement des nombres de Fibonacci. Pour estimer la dérivée, ben, on fait comme tantôt. Je vais sommer sur les longueurs. Okay? Fait que ça, c'est ma longueur. Là, encore une fois, j'ai l'impression qu'il devrait y avoir un M ici, là-dedans. J'ai oublié de le mettre. Je pense qu'ici, ça devrait être des M au lieu des K, je pense. Mais, ouais, c'est pas trop grave. Fois kappa L-1. On utilise. Puis là, ce truc-là, c'était vraiment, 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 vraiment chiant à estimer. On utilise des fonctions génératrices et beaucoup d'estimations. Puis on arrive à la condition suivante. Donc, si kappa est plus petit que ce truc-là, donc ici avec le nombre d'or, justement, ben, nécessairement, G est une contraction. Puis ces trucs-là, c'est vraiment mieux que ce qu'on avait tantôt, parce qu'en particulier, c'est toujours plus grand qu'une demi. Donc, dès que kappa est plus petit qu'une demi, la fonction G est une contraction. Contrairement à tantôt où plus le nombre d'équations augmentait, plus ça tendait vers zéro. Si on a une structure où chaque fonction dépend seulement des deux précédents, kappa plus petit qu'une demi suffit avec une contraction. Puis ici, j'ai mis la courbe justement du kappa en fonction du nombre d'équations, puis on voit ça part ici, puis ça devient asymptotique à une demi. Fait que résumé de cette section-là, G est défini comme la composition de plusieurs fonctions. On peut associer leur structure de dépendance à un graphe. Et la magnitude de la dérivée va dépendre comme du nombre de chemins au final que je suis capable de faire dans ce graphe-là. Puis on est capable de trouver justement dans des cas particuliers, ben, dans le cas très général, qui est plus ou moins intéressant, et la condition semble un peu tendante. Puis dans deux cas très, très particuliers, on est capable d'avoir des cas, des formes closes, on va dire. Mais c'est vraiment essentiel d'avoir ça. Là, je fais ça vraiment vite, mais comment est-ce qu'après ça, on a fait la première hypothèse, c'est-à-dire quand est-ce que j'ai une contraction. Et la deuxième hypothèse, c'était d'avoir ce delta-là qu'on peut calculer. Okay. Fait que je vous rappelle, notre estimateur d'erreur il était de cette forme-là. Puis les deltas, ils bornent dans le fond l'erreur entre G et G chapeau à l'itération K. Donc, si je fais rapidement ça, je reprends mon modèle jouet de fonction composée comme ça. Et ce que ça fait, c'est qu'à l'itération I, ben, je vais avoir en fait une erreur EI qui apparaît, qui va faire mon UI chapeau. Puis, ça va être la même chose à l'itération UI plus 1. Il va y avoir un EI plus 1 qui apparaît à cause que ici, j'ai UI chapeau. Donc, lui aussi, il ne sera pas exact. Il va y avoir une erreur dessus. Jusqu'à arriver à la Pème équation où il va y avoir aussi une erreur à cause qu'il y a des termes inexacts dans les arguments. Mais ce qui arrive, c'est que le EP, le dernier, en fait, c'est exactement le delta K. Parce que c'est lui l'erreur entre G chapeau et UP qui est en fait G pas chapeau. Fait que le EP ici, c'est exactement lui. Fait que est-ce que je suis capable d'avoir une forme pour EP? On va utiliser le développement de Taylor. Donc, j'ai UPX plus EP. C'est donné par quoi? Ben, c'est UP, puis les premiers arguments sont tous exacts, mais les arguments de I jusqu'à P-1 sont tous entachés d'erreur. Fait que je peux appliquer ici le développement de Taylor pour linéariser. Okay. Désolé, le contraste il est plus ou moins bon avec cette couleur-là. Et puis, ben, ça me fait apparaître des termes, encore une fois, avec les dérivés, ici évalués en un certain xi, qu'on aime tant, cette lettre grecque, avec les EJ, justement, J qui viennent des erreurs précédentes. Okay. Et donc, grosso modo, ben, ça, c'est exactement, en fait, UP, la valeur exacte de UP, parce que tous mes arguments sont exacts. Fait qu'en réalité, par identification, EP, c'est exactement ce morceau-là ici. Fait qu'on a trouvé une expression pour EP, mais il dépend des autres EJ. Le truc, évidemment, c'est que ce raisonnement-là, il est valide pour tout J, il n'est pas juste valide pour P, pour J égale P. Et fait en réalité, je peux, comme tout à l'heure, appliquer intuitivement ce raisonnement-là en remplaçant les EJ en remplaçant les EJ par la même règle de manière intuitive. Puis, on se ramasse avec cette expression-là pour les deltas. Vous voyez, c'est quasiment la même expression que pour la dérivée, mais la somme, elle commence à I au lieu de commencer à 0. Puis, évidemment, c'est multiplié par l'erreur commise à l'étape I. Fait que ça dépend plus non plus de l'erreur commise à chaque étape, ça dépend seulement de l'erreur commise à l'étape I. Ça, c'est intéressant. Ouais. Fait que juste idée générale de la preuve, ben,
c'est environ le même. J'ai encore une fois le même type de graphe, mais là, c'est juste que comme l'erreur, elle commence à U2, ben, j'ai juste besoin de retracer les chemins dans mon graphe qui se rendent à U2. Et fait que j'ai pas besoin de me rendre jusqu'à X, parce que X, de toute façon, lui, il contribue pas à l'erreur. Fait que, disons, on a cette expression-là ici qui est valide pour tout J plus grand que I. E4, ça va être donné par ça ici, donc c'est juste un développement de ça. E3, il va être donné par ça ici, parce qu'il y a juste un chemin qui est lié à U2. Puis j'ai juste à aller remplacer finalement dans l'autre équation, puis j'obtiens cette fameuse chaîne ici qui représente les chemins dans le graphe et qui est multipliée par E2. Je sais que là, ça fait 50 minutes environ, il me resterait combien de temps? Un petit peu encore 5 minutes. OK, cool. Techniquement, ça finit à 16h30 avec les questions. OK, d'accord. Je vais faire peut-être encore un petit 5 minutes. Puis, ben, comme vous voyez, comme j'ai pas besoin de vous convaincre, je pense, mais vous voyez que le 4, 3, 2 ici, ben, chacun correspond à un chemin qui représente l'ensemble des deux cas. En pratique, comment on calcule EI pour vrai dans un système comme ça? Parce que là, j'ai dit, ah, ben là, EI est là, mais ça dépend de EI, mais j'ai pas dit comment calculer EI. Dans le cas d'un modèle réduit, on peut l'obtenir en utilisant le résidu, en fait. Bon, on va obtenir une estimation de EI plutôt. Parce que vous voyez que bon, mon résidu, comme j'ai mis tout à l'heure, il est donné par ça. Donc, c'est F moins lambda multiplié par le truc approximatif. Okay. Si je multiplie par lambda moins 1 des deux côtés, ça va me permettre d'annuler justement le lambda qui est ici. Puis, on se ramasse avec ce terme ici qui est lambda moins 1 F. Mais lambda moins 1 F, c'est la solution à lambda U égale F. Si j'ai la solution exacte qui apparaît. Fait que vous voyez que l'erreur, carrément ici, elle est égale à A moins 1 fois le résidu. Donc, je peux utiliser une estimation en norme pour dire que la norme de mon erreur va être majorée par la norme de A-1 fois la norme de résidu. Fait que l'estimation finale que j'ai, j'ai ça, qui est le EI que je vais vous montrer. J'ai ça ici, qui était, en fait, c'est le résultat du théorème ici, là. Donc, qui apparaît, qui est, comme tout à l'heure, je vais sommer sur des longueurs. Puis ça, ben, j'ai déjà fait l'expansion de ça. C'est juste qu'au lieu de partir de 0, on part à I. Fait ici, ça peut juste changer pour un moins I qui apparaît. Puis dans le pire des cas, c'est ça ici. Puis si on suppose que kappa est plus petit que 1, souvent, si on veut que c'est une contraction, même kappa va être plus petit que 1. Fait que ça, c'est même plus petit que 2 à la P moins 1. Bref, on a une estimation supérieure relativement calculable pour delta. Donc, résumé de la section, ben, on peut estimer l'erreur commise à l'itération K en fonction seulement du résidu. Il faut par exemple quand même connaître une estimation de la norme de la matrice inverse, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut bidouiller des trucs, mais je l'ai fait en pratique, ça marchait correct. Okay? C'est pas, il y a des moyens plus fancy de faire ça, là, mais moi j'ai juste bidouillé un truc sur le bord puis ça marchait. Puis la constante ici, multiplicative devant, elle grandit quand même de manière exponentielle. Fait que c'est quand même restrictif sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, je retourne sur le problème des EDP. Ça va me prendre peut-être une minute de faire ça. Fait que l'idée, c'est que nous, on utilise ce problème jouet-là ici. C'est pas exactement la même chose que ce truc-là. La différence principale, en fait, c'est le fait que ça, c'est un processus qui va de R dans R. Ça, c'est un processus qui va de R à la NP dans R à la NP. Mais à part ça, le reste, c'est quasiment identique. Et aussi, je ne vais pas supposer nécessairement la dérivabilité de ce côté-là. Fait que, juste vous montrer qu'on a les théorèmes plus généraux dans ces cas-là, dans lesquels il y a les constantes de Lipschitz qui apparaissent à la place. Puis on a aussi l'estimation quand même neat pour la constante de Lipschitz. Si les constantes de Lipschitz sont plus petites que la racine PM de 2 moins 1, alors j'ai une contraction. C'est assez neat. Puis vous voyez les valeurs ici. En fait, comme il y a plus de dimensions, c'est pire que tantôt. Les constantes sont encore moins bonnes que tantôt. Mais c'est bon, c'est pas grave. Ça dit quand même que c'est une contraction. L'idée de la preuve, c'est exactement la même chose. Le fait qu'on a une simplification libre de plus, c'est parce qu'il y a le fait qu'on ait une somme supplémentaire ici qu'il n'y avait pas tantôt, ça fait apparaître une somme géométrique, en fait. Puis ça nous permet de faire une simplification qui nous ramène juste à
c'est la condition ici que 1 plus kappa à la P doit être petit. Fait que ça, c'est l'idée. Remarque optimiste, ce résultat semble pessimiste. Par contre, le graphe complet, souvent, c'est pas toujours une hypothèse. Okay? Le graphe n'est pas souvent complet. Okay? Souvent, il y a des dépendances qui ne translatent pas dans toutes les équations. Fait que les constantes là, c'est les pires possibles. Okay? Ça peut être moins pire que ça. Extension des résultats, si on utilise une réduction de modèle sur plusieurs équations, on peut montrer assez facilement que en fait, j'ai juste à sommer les deltas, puis ça me fait un delta valide. Pas trop important. Exemple numérique. Donc, on résout les équations de ça, c'est Stokes avec un fluide incompressible. Et puis, on a aussi de la convection et de diffusion de la chaleur dans tout ça. Fait que l'idée, c'est qu'on a, imaginez ça, c'est un tuyau, il y a un courant qui rentre comme ça vers le haut. Puis le fluide, il rentre à une certaine température. Ça fait qu'en fait, il va y avoir du flottement, de la buoyancy. Fait qu'il va y avoir une différence de densité qui fait que ça va avoir tendance à aller vers le haut. On impose no slips, ça veut dire que la vitesse au bord doit être nulle. Donc, le fluide, il est nul quand il est au bord. Puis aussi, on impose un flux de chaleur sur les côtés. Et fait que ça veut dire qu'il va y avoir de la chaleur qui va rentrer en plus par les côtés du tuyau. Ça, souvent, ça modélise, par exemple, ce qu'on appelle un mur trombe, c'est-à-dire, par exemple, il va y avoir une colonne d'eau qui va monter, puis il va y avoir le soleil qui va taper, puis ça va faire chauffer le fluide, puis ensuite, il va se déplacer, puis on sert de ça pour faire chauffer le fluide, par exemple, comme ceux qui font chauffer leur tuyau de piscine sur le toit de la maison, par exemple. Ça ressemble à un truc comme oui, fait que ça, c'est les conditions. Fait que les résultats, ça donne ça. Fait que ça, c'est la vitesse, ça, c'est la température. Fait que vous voyez que à cause que c'est plus chaud sur les côtés, ça crée. Bon, le contraste est encore un peu moyen, mais sur les côtés ici, ça crée comme deux colonnes qui vont plus vite qu'au milieu. Parce que justement, c'est chauffé, fait qu'eux, ils ont un bump vers le haut parce qu'ils sont transportés. Puis ça, ici, c'est l'erreur entre la solution de référence et la solution obtenue par modèle réduit. Puis même chose sur test température. Fait qu'on voit que c'est de l'ordre vraiment négligeable. Fait avec l'estimation d'erreur qu'on calcule, elle est suffisamment précise pour qu'à la fin, on arrive et on converge parfaitement sans avoir besoin de rien faire de plus. Mais le gain, c'est qu'on est capable d'avoir des gains qui vont on a observé jusqu'à 36% en parallèle pour obtenir la même précision. Fait que ça, c'est quand même vraiment intéressant. Aussi, on avait besoin de seulement 5 snapshots. Ça, c'est sûr que c'est un problème, c'est pas un problème très difficile. Okay? Fait que, ça se peut que 5 snapshots, c'est correct. Peut-être des problèmes plus difficiles, laisser plus de snapshots, mais on avait quand même plus que 100 000 inconnus au total dans la discrétisation de ces EDP. Et aussi, ça n'affecte pas vraiment le taux de convergence, c'est-à-dire que ça converge environ le même nombre d'itérations. Puis si ça vous intéresse plus, papier sur Archive que vous pouvez aller lire éventuellement. Puis là, c'est là que ça n'a pas rapport, ça, okay, mais c'est le prochain problème que je veux attaquer avec mon algo. Puis j'ai fait la vidéo ce matin. Puis là, je sais pas comment je peux. Ah oui, souris là. Puis l'idée, c'est vraiment une bulle qui se fait advecter par de la convection qui est faite par la température. Ça, fait que ça, j'ai fait ça ce matin, puis je trouvais ça cool, puis je vais le montrer. Mais c'est vraiment le prochain problème sur lequel je vais appliquer cet algo-là. Parce que là, il y a non seulement le système, je vais passer de Stokes à Navier-Stokes, avec toujours la thermique, puis en plus, l'équation qui transporte justement la forme de la bulle. Fait que ça, c'est quand même une équation supplémentaire à résoudre. Fait que là, au lieu d'avoir P égale 2 équations, on aurait P égale 3 équations. Fait que ça ajoute de la complexité, puis c'est le prochain problème que je veux étudier pour cet algorithme. Et voilà, c'est tout. Merci. Bien, merci pour la présentation. Super intéressant. Avez-vous des questions? Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut revenir au dépôt avant les. Yes. Les images? C'est ici? Ouais. On parlait tantôt de N plus grand que 100 000. Oui. L'idée, j'ai pas l'image, mais c'est que ça, en réalité, c'est la solution à une EDP. Fait que pour la résoudre numériquement, en réalité, on passe par des éléments finis.
Puis la dimension du système énergie, ben, ça va être lié justement à combien j'ai d'éléments. Fait que quand on dit n égale 100 000, ça veut dire que une fois que j'ai discrétisé mon LDP avec des éléments finis, le système résultant avait dimension genre 100 000 par 100 000 et plus. Fait que c'est ça que ça veut dire. Normalement, c'est que, tu sais, on peut voir ça comme un peu s'il y avait comme plein de points, tu sais, puis chaque point me donne la valeur du truc, et j'ai comme 100 000 points là-dedans. C'est comme la densité des points. C'est un peu lié à ça, oui, indirectement. Il y a plus de subtilité, mais grosso modo, comme lié à la densité des points. Plus je prends de points, plus le nombre de degrés, plus la taille du système linéaire va être élevée. Puis là, ben, c'est ça, ici, on parle de comme 100 000. Voilà. Exact. Autre question? Vous avez parlé qu'on gagne, je pense, environ 36% de vitesse. Oui, exact. Mais aussi, quand Guillaume a posé sa question tout à l'heure, vous aviez dit que, on ne sait pas. Quand je pars avec un système, je ne suis pas certain de gagner de la vitesse. Exact. OK, donc il n'y en a pas du tout. Ben, on sait qu'il y a des trucs qui sont. Tu sais, on sait qu'il y a certains problèmes, là, genre des problèmes elliptiques, comme des Laplaciens très purs et tout ça. On sait que ça, c'est des problèmes qui sont très réductibles à la base. On sait qu'il y a des problèmes qui sont, au contraire, au lieu d'être diffusifs, qui sont plus advectifs, c'est-à-dire quand tu as une quantité puis tu as tendance à la diffuser, au lieu de c'est diffusif, mais advectif, c'est j'ai une quantité puis j'essaie de la transporter. On sait que ça, généralement, par des réductions linéaires, c'est vraiment pas bon, en fait. OK. Parce que si j'ai des solutions, je vais faire un petit dessin rapidement, et ça va écrire. Et mettons, ça, c'est ma solution, par exemple, pour Snapshot 1, solution au Snapshot 2, solution au Snapshot 3, puis je suis dans le temps, tu sais. Et chaque solution est shiftée dans le temps. Fait que ma prochaine solution, je m'attendrais à ce que ça soit ça, mettons. Mais eux, ils sont localisés. Je ne peux pas exprimer celle-là à partir d'une somme de ces trois-là. C'est quand eux, ils sont vraiment localisés. Fait que pour ça, il faut rajouter des trucs, genre permettre aussi des shifts des solutions précédentes, puis aussi des shifts de solutions précédentes. Puis là, évidemment, je peux prendre celle-là avec celle-là facilement. Fait que les problèmes qui sont advectifs comme ça dans le temps, généralement, c'est pas facilement résolvable. Ça va l'être, mais il faut vraiment que je prenne des pas de temps, genre vraiment petits. T'sais. Là, oui, OK, peut-être que je peux bien approximer celle-là par celle-là. Fait qu'il y a vraiment des conditions plus strictes sur certains types de problèmes. Et ici, ben, c'est un problème de Stokes. Stokes, là, oui, il y a de la convection thermique, il n'y en a pas tant que ça, mais le Stokes, c'est quand même très diffusif. Fait que c'est comme des flots de fluide super réguliers, presque quasi laminaires. Fait que c'est comme généralement pas trop dur à réduire dans un sens. Fait que c'est pas surprenant ici. Donc, si j'ai bien compris, on sait déjà les genres de systèmes où est-ce que ça va fonctionner. On connaît un peu les trends. C'est pas noir ou blanc, mais on connaît comme certains systèmes dans lesquels on sait que ça va bien marcher, certaines classes dans lesquelles on sait que ça ne marchera pas. Mais en général, si c'est un problème comme ça, c'est dur. Merci. Oui, mais ça, dans le temps, ça ne forme pas des cycles, toujours, ou... Tu veux dire, ça forme des cycles? Mais dans le temps, je veux dire, c'est pas la même quantité de temps pour les mêmes solutions. Mais dans le sens, si tu laisses ça évoluer dans le temps, ça va juste continuer. Fait que c'est pas cyclé. Ton sommet va être pas tout le temps... Le système, en fait, le problème, c'est le fait que la quantité, elle est transportée. Fait que chaque snapshot que j'ai dans le temps, il est localisé à un endroit différent. Fait que c'est impossible que si je veux après ça exprimer celui-là en termes des précédents, ben je peux pas parce qu'ils sont localisés à leur moment dans le temps, puis ici, j'ai rien dit. C'est pour ça que si on prend ça, puis on permet aussi d'ajouter des shifts, c'est-à-dire je peux prendre des solutions passées dans le temps qui sont localisées, mais aussi les shifter, là, ça devient facile. Mais c'est pas il faut faire des trucs de plus. C'est pas juste une décomposition linéaire parce que t'as des chiffres, fait que c'est comme affine aussi, potentiellement non linéaire, même, mais fait que, bref, c'est ça. Il y a mettons juste un ROM comme ça, comme j'ai fait avec la SVD, ça marcherait pas naturellement pour ce genre de problème. Oui. Donc, en parlant de tout ça, comme l'équation des ondes,
Ça marche pas bien. Parce qu'il y a un transport dans le. Oui, il y a beaucoup de transport. C'est ça, généralement, les trucs transportés, c'est moins. Fait que l'équation des ondes en particulier aussi. Ok. L'équation des ondes, ouais, non, je vais pas dire plus. Je pense que je sais pas plus. Mais oui, l'équation des ondes aussi, c'est problématique. Mais écoute, il y a des papiers là, qui étudient ça, c'est des champs de recherche. Fait qu'il y a des méthodes pour le faire, mais c'est pas, mettons, la méthode que j'ai présentée. Tu sais. C'est d'autres techniques de réduction de dimensionnalité, des fois non linéaires, qui vont être capables de capturer justement des trucs plus avancés que juste une simple projection linéaire sur un plan. Un plan. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux remercier le conférencier à nouveau. Message de clôture. Donc, merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui et dans le passé aussi. Donc, c'est par là. Donc, c'est la dernière de toute la séquence des séminaires de Jupiter. On va recommencer à l'automne prochain. Donc, merci à tous les conférenciers aussi d'être venus. C'est toi qui reçois les remerciements. Je suis honoré. Mais j'étais là aussi. Guillaume était là. Mathieu aussi était là. Puis les autres de l'extérieur qui sont là. Donc, on va continuer ça à la session prochaine. Puis, vous êtes les bienvenus si vous êtes encore à Jupiter. Donc, merci encore. Merci. Merci à vous autres d'organiser un séminaire comme ça. C'est vraiment